L'ACDA, c'est une association, Agir pour le changement et la démocratie en Algérie, qui est née en 2011 à la faveur du réveil de la société civile algérienne après les 10 années, en même temps que le printemps arabe, etc., et qui se donne pour objectif au moins de rassembler, de populariser, de faire connaître, de provoquer le débat sur comment aller vers un changement démocratique en Algérie en regardant toutes les forces en place. Voilà. On a un site qui s'appelle acdadz.wordpress.com pour avoir plus d'informations. Le rythme de nos activités, ça a été souvent des réunions publiques, environ 6 par an, une tous les 2 mois, sur les thématiques qui intéressent le changement démocratique en Algérie. Khadi Hassan, je crois que beaucoup de monde le connaissent, donc journaliste, directeur de Maghreb émergent. La voix des sans-voix. Ben voilà, j'ouvre la salle pour la deuxième question. Je vous remercie pour votre analyse. Vous avez abordé les choses du point de vue du régime, du système et aussi du point de vue populaire, un petit peu. Quel diagnostic faites-vous des capacités de mobilisation des partis d'opposition actuellement ? C'est quasiment la même question, hein. C'est-à-dire que je parle de l'opposition tantinée sérieuse, pas des partis clientèles. Pourquoi ce qui les divise est plus fort que ce qui les unit contre ce régime? Pardon, Sadr? Pourquoi ce qui divise l'opposition est plus fort que ce qui les unit contre ce régime? Pourquoi se fédèrent-ils pas aujourd'hui et apparemment ce qui les divise est encore plus fort? Ok. Pourquoi sont-ils incapables de se fédérer? Au moins de se rassembler peut-être. Ils ont essayé de le faire à Mazafran. Ou de converger. Et puis il y a troisième question. Oui, il y a, me semble-t-il, dans l'exposé, un grand absent. Le grand absent, c'est l'international. Or, si on écoute ce qu'a dit l'ex-ambassadeur de France à Alger, je ne crois pas du tout ce qu'a dit l'ambassadeur actuel, à savoir que c'est une voie privée. C'est vraiment une voie officielle, dite en off, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et là, visiblement, la France a tranché. Très nettement, Bouteflika, c'est plus leur interlocuteur. Or, cette dimension de l'étranger, donc des liens avec les différentes puissances, notamment la France, c'est quand même quelque chose de très important qu'on doit intégrer dans l'analyse et qui me semble pourrait peut-être éclairer encore mieux, encore plus ce que vous avez donné, qui est avec lequel je suis entièrement d'accord. Donc c'est comment vous arrivez à intégrer cette dimension, d'autant plus. Et un autre élément, c'est aussi la dimension régionale, avec le Maroc, avec le Mali, avec le Niger, avec la Libye. C'est quand même pas une situation simple, facile. Donc c'est quelque chose qui s'ajoute à la situation problématique de l'Algérie d'aujourd'hui. Voilà un peu ma réflexion. Alors, capacité de mobilisation de l'opposition, pourquoi ce qui divise l'opposition est plus fort que ce qui la rassemble? Bon, la capacité de mobilisation, elle est ce qu'elle est. Enfin, j'ai évoqué les raisons pour lesquelles les Algériens n'allaient pas se mobiliser directement sur des thématiques politiques, notamment celle d'empêcher la présidence à vie, parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit. À mon avis, c'est des raisons suffisamment fortes. Par contre, il y a toujours la possibilité pour l'opposition de s'appuyer sur des mobilisations parcellaires, sur des thématiques qui peuvent au départ ressembler à des thématiques corporatistes, pour que, on va dire que le mécontentement dépasse la revendication sectorielle. Demain, on ne peut pas mesurer en réalité, mais demain, si on laissait Mouattana par exemple, parce que bon, c'est aujourd'hui Mouattana qui exprime le plus cette tentative de résistance, je pense qu'il y aurait quand même une partie de la société, il y aurait du monde. Dans les grandes villes, il y aurait du monde qui irait dans ces rassemblements-là. Mais par rapport aux enjeux, ça reste une capacité de mobilisation. Par exemple, si on prenait le cas de l'opposition au Venezuela à la poursuite du chavisme, ça n'a rien à voir en termes de capacité de mobilisation, ou à un moment donné au Brésil. Et donc, les raisons, je les ai citées. C'est quand même cette capacité de redistribution du régime qui a maintenu
En gros, en dépit du vent contraire, du contre-choc pétrolier, de la division par deux des revenus de l'Algérie en 2015-2016, maintenu un niveau de transfert social qui fait que les Algériens finissent par quand même continuer à émarger au consensus. En gros, voilà. Les autres raisons, je les ai citées aussi, c'est la problème. Maintenant, je ne pense pas que l'opposition soit aussi divisée que cela. Il y a peut-être des divergences dans l'agenda. Il y a eu 2 ans intéressantes, 2014-2015, après le début du 4e mandat, où il y a eu le processus de Zeralda. Le processus de Zeralda, très intéressant, qui n'est pas mort complètement, parce qu'il y a une plateforme, un code de conduite de toute l'opposition qui reste de vigueur, hein, dans lequel on a eu des laïcs, des nationalistes, des islamistes, et même Ali Belhadj est venu autour de cette réunion-là pour essayer de voir comment se placer. C'est dire que le potentiel de rassemblement est fort. C'est l'agenda électoral qui a un peu créé des divisions. En fait, le processus de Zeralda s'est fracassé sur qu'est-ce qu'on fait avec les législatives. Est-ce qu'on boycotte? Est-ce qu'on va avec des listes uniques? Ou est-ce que chacun y va séparément? Et puis comme il y a des contraintes dans les partis, il y a toujours des états-majors qui veulent quand même exister sur le plan électoral, et on sait que ça peut être important dans la vie d'un parti. Une partie a choisi d'y aller, une partie a choisi de ne pas y aller, et d'une certaine façon, ça a mis entre parenthèses le processus. Mais il peut se remettre en place. C'est-à-dire s'il y a demain, par exemple... Aussi vite qu'il s'était mis en place il peut se mettre en place. Peut-être pas avec tous les acteurs. Exemple, le FFS a été dans Zeralda et il a gardé un pied en dehors de Zeralda. Et puis à la tête du FFS, il y a un changement aujourd'hui. Et la nouvelle direction, à mon avis, elle a plus habilité à revenir complètement dans un processus de type Zeralda. Mais voilà, je pense que les facteurs de fédération n'ont pas disparu pour l'opposition. Alors, le grand absent dans mon exposé, l'étranger, j'ai cité l'étranger quand même plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi c'est un grand absent. Alors, il faut qu'on se mette d'accord tout de suite. Hein. Les présidents algériens, c'est jamais l'étranger qui les choisit. Jamais. C'est jamais arrivé, c'est pas encore arrivé, ça n'arrivera pas de sitôt. Ça, c'est ma conviction et c'est mon observation. C'est une discussion interne. Il y a des présidents que les étrangers puissants du monde n'ont pas du tout aimé, qui ont présidé l'Algérie pendant très longtemps. On peut émettre Mitterrand n'a pas aimé que le processus électoral soit interrompu. Il a dit, mais ça n'a pas changé le processus, ça s'est fait. Et sur Bouteflika, ce n'est pas les Français qui l'ont choisi quand il est venu, c'est l'aéropage de généraux et d'hommes influents que j'ai évoqué tout à l'heure qu'il a amené. Ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. On discute avec les partenaires à Alger. Hein. Ils sont au niveau d'information, on a toujours l'impression qu'ils en ont plus que cela, mais bon. Alors, Bouteflika... lâché par Paris, il y a eu 2 indicateurs contradictoires dans la même semaine. Et moi, j'ai plus envie de tenir compte de l'indicateur officiel. À Alger, peut-être tout le monde ne le sait pas, à Alger, on a un communiqué officiel de la présidence qui dit que Macron a parlé avec Bouteflika. Ça date de 15 jours, le 13 septembre. Bon, on sait que c'est pas Bouteflika qui lui a parlé. Enfin, nous, on sait que c'est le Premier ministre qui lui a parlé. Mais l'Élysée a laissé dire que c'était une entrevue officielle entre Macron et Bouteflika. On peut se poser la question si vraiment il a été lâché, parce que si on laisse penser qu'il a fait semblant de parler avec quelqu'un qui n'est pas en mesure de parler, c'est que ça ne le gêne pas de le montrer à l'opinion de son pays comme étant encore un acteur qui peut donner le change. Le livre de Bajolais, lui par contre, il est beaucoup moins officiel. Bernard Bajolais, qu'on a pratiqué à Alger pendant la période où il était, a évoqué en 10 pages son expérience d'ambassadeur en Algérie. Alors de ce que je sais, moi en tant que journaliste, c'est qu'il a envoyé pour savoir s'il pouvait... Il l'a envoyé pour lecture, pour savoir s'il pouvait sortir des choses, etc. On lui a dit OK. Il a consulté. On lui a dit OK. Mais il semblerait qu'on lui ait dit OK sans regarder tous les détails de ce qu'il allait dire. On lui a dit OK en gros sur la démarche de les postes par lesquels il est passé, etc. Et ce livre a gêné énormément. On sait à la chancellerie à Alger, on sait, y compris Le Drian, qui l'a fait savoir par différentes façons. Il a énormément gêné. Donc même si Macron, parce qu'il l'a laissé entendre, n'a pas trop envie d'avoir comme président vis-à-vis algérien quelqu'un comme Bouteflika, ça ne permet pas de faire évoluer le tandem, et Dieu sait si c'est important de faire évoluer ce binôme Alger-Paris. Il ne va pas se mouiller plus que cela pour que ça ne se passe pas. De toute façon, s'il se mouillerait, ça ne changerait rien du tout. Au contraire, s'il se mouille, ça peut redonner de la légitimité à ceux qui veulent la continuité en disant Paris et la France coloniale est contre. Voilà. Donc, moi je pense qu'il faut essayer de lire, décrypter. Mais moi, les Occidentaux, pour terminer sur cette question, moi je pense qu'ils se sont lassés du processus algérien. Et ça se ressent. Ils disent, bon, il arrivera ce qu'il arrivera. De toute façon, le pays a les éléments pour être stable.
c'est la cagnotte. Il les a, et donc on n'a pas l'impression que ça les intéresse plus que ça, et ils vont pas mouiller la chemise pour que ça change, c'est pas eux qui le feront le premier, ils le feront d'autant moins qu'après les printemps arabes, ils se disent que bon, on s'est fourvoyé dans tel et tel scénario, là on va laisser les peuples décider entièrement, de bout en bout, de leur destin. On va prendre une deuxième volée de 3 ou 4 questions. Alors j'avais vu une personne là, ici 2, 3 et 4. Et on arrête à 4, d'accord? On fera après. À toi, Florent. Ma question serait tout simple. En fait, pensez-vous que l'après 5e mandat serait réellement une phase de début justement pour l'intifada populaire? Parce que le 5e mandat, du fait qu'il soit justement remporté, serait l'une des raisons justement qui pousse le peuple algérien à investir les rues. Moi j'ai deux questions rapides. La première c'est par rapport à, vous avez parlé sur la nouvelle classe de patronat. On a parlé des 800 milliards de revenus depuis 1998. Ces 800 milliards ne se sont pas évaporés dans l'industrie, donc il y a eu un recyclage dans l'économie. Il y a l'émergence de beaucoup de patrons. Vous avez parlé de Coninep, mais il n'y a pas que Coninep, il y a beaucoup de gens qui sont moins connus, qui arrivent à constituer un capital. Ce n'est pas la place de cette nouvelle classe dans le paysage politique. Enfin, la deuxième question rapidement, c'est par rapport au modèle économique d'Interface Média. Je pense que vous avez été l'un des premiers précurseurs du pure player en Algérie. Enfin, je voulais savoir si le modèle économique d'Interface Média arrive à tenir route. Et surtout par rapport au café presse qui commence à prendre de l'importance. Est-ce qu'il y a une certaine liberté de temps dans les échanges, Est-ce que vous arrivez vraiment à... Enfin, vous gênez ou pas? Merci. À toi. J'ai deux petites questions. Est-ce que pour les élections d'avril 2019, est-ce qu'il y a l'éventualité au sein de l'opposition de choisir un seul candidat et de surveiller surtout les urnes? Parce que vous avez évoqué les 20 ans de bouteflikisme, donc voilà, il n'y a presque rien à faire. Est-ce qu'il est probable que l'opposition choisisse un seul candidat et que le plus important dans ces élections, c'est de surveiller les urnes? Et la deuxième question, en fait, j'arrive pas à cerner la problématique du MAC, qui est passé de l'autonomie à la demande de l'indépendance. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est une réelle menace pour l'Algérie ou pas? Ou alors c'est juste un scénario farfelu porté par des gens fantaisistes? Voilà. Comme il y a beaucoup de questions, j'ai l'impression qu'on va... Je pense qu'on a un conflit générationnel, pardonnez-moi, mais vous dites que en fait, ça a changé de ce qu'on entend, que en fait, le régime a changé, qu'il y a fait cet aéropage, et que du coup, les néo-libertés ont mis un peu la main mise sur le pouvoir et que ça a un peu changé leur rapport. Je pense ce qui ressort, que les Algériens nous voient plus, c'est comme ça qu'ils expriment leur mécontentement. Premier point, c'est que moi je pense que des années 0, je ne sais pas, les Algériens n'ont jamais voté. En 90, le taux d'ascension est même énorme. Je pense que c'était peut-être les seules élections qu'on veut reconnaître. Pas du moins. Vous êtes d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, nous, en tout cas... Non, c'est les faits, hein, c'est pas moi. C'est le factuel. Hein. Non, en tout cas, après, les chiffres, c'est facile de le voir, mais moi, en tout cas, depuis que je suis tout petit, on a toujours été désintéressés de tout ce qui se passait. Pourtant, on était très politisés. On avait Boudia se faire, quand j'étais jeune, très loin de ces considérations-là. Premier point. Deuxième point, en fait, vous dites que l'armée a, entre guillemets, peut-être moins de force, mais est-ce qu'on en sait vraiment? Parce que quand on discute, tout simplement, dès qu'il y a eu des mouvements dans les appareils sécuritaires, on dit quand même que Gaïd Salah maintenant a fait son mot à dire ou pas. Donc est-ce que vraiment ce rapport de force a changé, ou est-ce que tout simplement en fait c'est toujours des négociations, c'est toujours la même chose, de même que quand on a eu une espèce de crise de choix d'hommes en 78, j'étais pas né, mais on parlait, tout le monde disait oui, oui, vous n'étiez pas, et c'est le chef idéologique qui est sorti du chapeau, et donc du coup en fait la rue n'en savait rien, et qu'en fait en ce moment... Yahyaoui, hein. Oui, pas Yahya. Non, il a dit oui. Donc en fait, voilà. Mais ce que je disais, c'est que tout simplement, en fait, vous dites que les hommes du régime ou le régime actuel, en fait, on a plus rien affiche, parce que tout simplement, ils ne sont pas comme nous, à savoir quand on pose la question de dire, ok, Boutef, il est mort demain, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on n'a personne. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement une crise, même au sein même du régime, une absence, et en fait, une volonté de s'acheter un peu un temps, puisqu'on ne peut rien faire de plus. Voilà, ça fait un gros paquet de questions. Je vais aller vite. Pour laisser d'autres questions. Oui. Alors, dans l'ordre, est-ce que les conditions pour une intifada populaire sont plus fortes après le 5e mandat? Parce que bon, on peut imaginer quand même que ça, s'il va jusqu'au bout et qu'il fasse le 5e mandat, ça a de fortes chances, parce que sinon ça signifie 2024.
Bon, 2024, c'est quand même assez déprimant. Et donc, oui, ça dépend. Si la dégradation de la situation sociale d'ici là se poursuit à un rythme plus fort, ce qui peut arriver, il y a les conditions d'une intifada. Mais est-ce que l'intifada peut avoir comme thème un thème purement politique et démocratique? Par exemple, refuser les élections que va nous proposer le régime après la mort de Bouteflika. On peut être dans un scénario, bon, on peut faire un peu de spéculation, oui. On peut être dans un scénario où, parce qu'on a la matrice qui s'est fracassée, on ne peut pas générer un seul candidat, comme on l'a fait les fois d'avant, on peut imaginer qu'il puisse y avoir 2, 3 candidats du système. Et que le système, au fond, se dise, bon, on va laisser les Algériens, on va baliser, voilà, il n'y en aura pas d'autres, mais on va laisser les Algériens quand même, pour donner l'illusion d'un vrai suffrage universel, laisser les Algériens arbitrer. Et donc, il peut y avoir des contestations, on peut avoir un processus à l'iranienne. Vous savez, cette élection iranienne où Moussaoui a mobilisé l'opposition qui était contre Mahmoud Ahmadinejad, et donc on a eu un processus quasi insurrectionnel pour essayer d'imposer les résultats des urnes. On peut imaginer un scénario comme ça. Et donc, où on aura une bataille sur les résultats et qui n'est pas liée nécessairement, mais il faudrait que certains éléments se mettent en place. Mais oui, il peut y avoir une intifada, mais bon, intifada c'est un mot trop fort, je trouve, par rapport au contexte. Alors, le rôle de la bourgeoisie algérienne, elle a vécu à la traîne de l'État, on sait, enfin nous on l'a analysé en tant qu'ancien trotskiste très bien le processus, on le connaît sur le bout des ongles, on est devenus des spécialistes. Elle ne s'est jamais émancipée en particulier dans un État rentier. On va dire de ce contrat avec l'État qui lui permet de s'enrichir tout en évitant de jouer un rôle politique, parce que on est en Algérie, qui est un processus, Boumediene l'a dit, il génère une force d'argent, mais la politique c'est nous, et de toute façon ça restera nous pendant très longtemps. Nous c'est l'armée, c'est les gens qui ont fait la révolution, même si dans notre bloc social il y a beaucoup de gens qui vont aller vers le privé, qui vont en profiter, qui vont se recycler, qui vont reproduire les conditions de la domination sociale, qui ne passent pas que par les nominations de généraux, de ministres, de premiers ministres, de chefs de directeur général d'entreprise, etc., mais qui va passer par le capital. C'est ce qui s'est passé sous les années Chadli. Ce processus il est aujourd'hui suffisamment long, il est suffisamment lent dans la durée pour que, en principe, une bourgeoisie s'autonomise et joue son rôle historique, un peu comme dans les pays, comme dans la Turquie des dernières années, ou dans d'autres pays qui sont passés par des processus un peu semblables à celui de l'Algérie. Eh ben non. Voilà, on a une classe d'affaires en Algérie qui n'arrive pas à faire ce pas. Qui est fondamentalement rentière. Qui reste essentiellement rentière. En fait, qui perturbe la construction d'un État-nation fort. Elle le perturbe, parce que si elle jouait son rôle historique, si elle disait, moi, voilà comment je peux me positionner. Moi, pour une partie de cette classe d'affaires, je suis mondialiste. Moi, je suis capable d'exporter des produits, je suis capable de conquérir une part de la part qui revient à l'Algérie dans la mondialisation. Parce que l'Algérie, en fait, on se ratatine tout le temps, on s'auto-flagelle tout le temps. Mais attendez, mais on est en mesure d'avoir les mêmes parts que le Maroc dans l'exportation des produits manufacturés. Qu'est-ce qui manquerait? Au moins 13, 14, 15 milliards de produits manufacturés marocains. Pourquoi l'Algérie ne le ferait pas? Il y a une base industrielle. Il y a les éléments, il y a les ressources humaines, les universités, il y a 1,5 million étudiants en Algérie. Bon, on a renoncé à le faire. Il y a pas ce discours n'est pas structuré chez la bourgeoisie algérienne. On ne dit pas, nous, on est bon, Rabrab le dit, mais voilà, quand quelqu'un essaie de se positionner comme ça, il est mis au banc. Et puis les autres, la majorité, continuent à émarger à ce processus de redistribution qui est lié à la dépense publique, etc. Et ça donne un grand plash au niveau de l'expression politique et de l'autonomisation d'un processus qui, ailleurs, génère du développement, du progrès, de la modernité. Bon, après, en face, plus ce processus se met en place, plus le salariat, les autres catégories de la société s'organisent pour se défendre. Donc, échec à la modernisation de ce côté-là. Gros échec à la modernisation. Il y a cette prétention à continuer à avoir la main sur la nomination du président. Aujourd'hui, les gens, c'est un débat entre nous, est-ce que le FCE est en mesure de s'asseoir à la table de ceux qui vont décider du prochain président? Bien sûr qu'il le veut. Bien sûr qu'il le veut. Il fait tout pour être là au moment de décider de qui sera le prochain président et d'être le plus proche possible de ceux qui sont dominants aujourd'hui pour avoir sa voix au chapitre. Et il y a un volet argent qui est important. Aujourd'hui, parce qu'il y a des élections, parce qu'il faut acheter des fidélités, etc., il y a un volet qui, un peu comme dans d'autres pays matures, entre guillemets, dans ces processus-là, devient important en Algérie. D'ailleurs, on s'est posé la question, Cheikh Ibrahim, a-t-il gardé tout cet argent pour lui ou est-ce qu'il l'a redistribué pour la machine du camp présidentiel? C'est un vrai débat. Voilà, donc, on va dire de manière un peu neutre, déception. Parce que nous, on aurait voulu, on a échoué à construire un capitalisme complètement autonome dans l'économie autarcique, entre guillemets, des années du socialisme. Mais on aurait voulu avoir des conquérants, des dragons pour la classe d'affaires. On ne l'a pas. Voilà, on ne l'a pas suffisamment. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y aura toujours du mépris
pour la bureaucratie de l'intérieur du pouvoir, pour les hommes d'affaires, parce que je pense que le fait de ne pas s'autonomiser suffisamment, ça maintiendra un deal où c'est la partie la moins intéressante, celle qui reproduit le système à l'équilibre, et donc qui ne prépare pas l'avenir, qui va continuer à diriger l'Algérie. C'est pas le bon scénario. C'est pas le bon scénario. Alors, oui, parce que c'est une option qui a été évoquée, le candidat unique. Moi, j'aime bien cette option. Je sais pas, même demain face à... Évoqué par qui? Par quelle force? Dans Mouatana, il y a cette idée. Soufiane Djilali l'a portée pour Djil Jadid. Il y a d'autres parties dans le processus de Zeralda qui l'ont évoqué. Ça permet de contourner le problème des législatives. Partir en rang dispersé qui a fracassé le processus. Après, un candidat du consensus. Évidemment, on peut retenir l'idée, mais dès qu'il s'agit de l'incarner, ça devient beaucoup plus difficile. Évidemment, entre l'idée et l'incarnation, il y a le programme. Je pense que de ce point de vue-là, le programme, il y a du progrès. Par exemple, Mauritanie a beaucoup avancé, d'autres lieux ont produit des canevas de programme, qui sont beaucoup alimentés d'ailleurs des propositions de Nebni sur certains volets. Nebni qui est le think tank qui a produit le plus d'idées pour l'avenir de l'Algérie sur les 20 prochaines années. Tant mieux. Après, c'est plus difficile. Parce qu'il faut y aller. Moi, je pense qu'il faudra y aller sans Bouteflika. Avec Bouteflika, moi, je suis plutôt pour le boycott. Avec Bouteflika, je pense qu'il faut cesser de faire semblant. Il faut arrêter de faire semblant. Sans Bouteflika, on reviendrait au processus de 99, avril 99. On peut imaginer que au lieu d'avoir 6 candidats qui se sont retirés à la fin, c'était pas mature à l'époque pour faire ça. Mais si on n'en avait qu'un seul, évidemment, il aurait fallu que Aït Hamed accepte de se retirer au profit de Hamrouj, ou que Hamrouj accepte de se retirer au profit de Talib Ibrahimi, et inversement, dans l'autre sens. Bon, c'était difficile. Mais on peut imaginer un processus comme ça dans le cas où il n'y a pas Bouteflika, où le système propose au lieu d'un, 2 candidats, parce qu'il y aura du mal à se mettre d'accord sur un seul candidat. Et là, ça peut devenir un processus intéressant. Après, il faudrait que dans la feuille de route, on redistribue l'autonomie des acteurs. Ce sera l'Assemblée nationale, ce sera les partis. Mais je pense même que c'est la seule condition par laquelle on peut déstabiliser le système. Je pense. C'est du boulot, ça c'est du travail. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une maturité? Oui, il y a des gens qui y travaillent. Moi, je trouve que le travail que fait par exemple Mouatana, par exemple, encore une fois pour la citer Zoubida Assoul et Soufiane Djilali sur ce, parce que eux se mettent en retrait et donc ils disent c'est comme ça qu'on peut, parce qu'on est quand même dans une situation quand même particulière. Hein. On est dans une situation de confiscation du pouvoir. Et donc on peut passer par une case comme ça. Parce que c'est vrai qu'on aime bien la pluralité des projets, c'est ça le vrai jeu démocratique, chacun y va avec son projet, etc. Mais on est dans une situation où il y a une confiscation complète. Et donc pour faire face à situation exceptionnelle, on s'organise de manière exceptionnelle. Vous parliez à un certain moment du processus de Zeralda en évoquant le fait que Ali Belhaj s'était présenté pour faire part en fait... en curieux. Voilà. Il n'était pas invité, mais il est venu en curieux. Mais les autres parties prenantes du processus n'ont pas vu d'inconvénient à ce qu'Ali Belhaj y soit. Et donc du coup, est-ce que le fait... Il n'était pas à la table. Oui. Il était dans les coulisses. Bon, les coulisses, personne ne l'a pris par le... Attends, on va essayer de continuer. Oui. On va reprendre une salle. Non, si j'ai évoqué ça, c'était juste pour dire que c'était suffisamment attractif, que c'était suffisamment pris au sérieux. Je finis avec les 2 dernières questions. Voilà. Les Algériens votent définitivement en juin 90, premier vote pluraliste. Il y a eu un taux de participation qui n'existait pas avant. Même si une partie des Algériens était encore sceptique par rapport au processus parce qu'on était juste au tout début de l'ouverture. Exemple, le FFS n'a pas participé. Aux deuxièmes élections, effectivement, nous on dit que les Algériens ne se sont pas assez mobilisés pour faire barrage au fils. Bien sûr, on le dit. Mais le taux de participation était suffisamment important. Rien à voir avec ce qui s'est passé avant et après. Rien à voir. Nous on dit, effectivement, il n'y a pas eu assez. Et puis après, évidemment, pour démonétiser la victoire du fils, évidemment, on a exagéré l'abstention pour dire il ne représente pas l'Algérie, il n'y avait pas assez de monde. Mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. De la mobilisation citoyenne, c'était déjà un gros taux d'abstention. 58% de participants réellement. 58% pour l'initiative de décembre 91. Aujourd'hui, on tourne à 20%. Oui, donc 95 vous les gens votaient déjà beaucoup moins. Et puis avant, il y a eu beaucoup Non, au moment de l'ouverture, il y a eu une mobilisation pour le vote. C'est le seul moment où je parle. Il y a eu le pic de l'élection de Zeroual. Le pic de l'élection de Zeroual qu'on a vu, ça a été absolument. le pic, je pense. Là, c'était pour sauver l'Algérie. Dans les 20 Donc ça, c'est pour... Alors, Gaïd Salah a-t-il son mot à dire? Est-ce qu'on a trop affaibli la capacité de cet aéropage à reproduire de la décision et à nous choisir? C'est une vraie question. Moi, je pense que Gaïd Salah n'est pas politique. Il a foncé la tête sur le guidon pour affaiblir ce qui est, en fait, le lieu de gestation des solutions politiques au sein de l'armée, le DRS. C'est là qu'on
concocté les scénarios, on les partageait, on les validait, on les faisait circuler sur l'armée, etc. C'est un bras politique de l'armée. Il l'a fait exploser, tant mieux, hein, parce que pour la prochaine montée populaire, pour la prochaine montée démocratique en Algérie, on aura un DRS affaibli et des services de sécurité politique affaiblis, tant mieux, tant mieux. Mais dans l'arbitrage intérieur, pour faire qu'on empêche cette folie de la présidence à vie, il y a un lieu qui va manquer dans la balance. Voilà. Et Gaël Saleh, lui, n'est pas capable d'être cet acteur-là. Il a misé sur Saïdani, Ammar Saïdani à la tête du FLN. Il lui a envoyé un communiqué de solidarité, de la folie furieuse. Quelqu'un qui est impliqué dans tous les mauvais coups. Il s'est fourvoyé complètement. C'est dire combien politiquement il est inconsistant. Donc, moi, je pense que Gaël Saleh, c'est pas celui qui pose le plus de problèmes. Et le moment où on voudra, où les Bouteflika voudront s'en séparer, aujourd'hui, il le garde parce qu'il marche à fond avec eux, hein, pour le 5e mandat. Mais s'il voulait l'enlever, il l'enlèverait et ça posait aucun problème. Vraiment aucun problème. Donc, est-ce qu'il a repris la main? Est-ce que c'est lui qui fait? Est-ce qu'il a son mot à dire et tout ça? Oui, si Bouteflika disparaît, bien sûr qu'il a son mot à dire. Ce sera même le premier à avoir son mot à dire. Ça, c'est une évidence. C'est pas Ali Haddad qui va décider du prochain président. Mais sous Bouteflika, l'initiative, ceux qui sont à la manœuvre, c'est pas lui. Il fait semblant. Il a été très zélé pour faire tomber Hamel, parce qu'il n'aimait pas le Hamel, à la tête de la police. Mais au-delà, non. Au-delà, non. Alors, une volonté de s'acheter du temps, c'est ce qu'on s'est dit en 2014. On s'est dit, ils n'ont pas eu le temps de se mettre d'accord sur un candidat. Bon, ils ont dit, on continue avec Bouteflika. Aujourd'hui, ça ressemble à un mécanisme de fonctionnement. Voilà, ils ont eu 5 ans pour réfléchir à une candidature, faire émerger quelqu'un, ils ne l'ont pas fait. On a presque envie de dire, tant mieux. Ça, au moment où Bouteflika partira, ça va redistribuer complètement les cartes. Alors que s'ils avaient réussi à se mettre d'accord sur un successeur et à l'adouber et à le vendre à l'opinion, etc. Parce qu'il faut quand même un petit peu vendre le candidat à l'opinion. On parle beaucoup d'Ahmadou Yahya. Ahmadou Yahya est difficile à bazarder, très difficile à bazarder. Et donc ça peut pas être n'importe qui aussi. Même si on a... Qu'est-ce que tu entends par difficile à bazarder? C'est-à-dire qu'il faut un minimum d'adhésion. Bouteflika, c'était Boumediene pour les Algériens quand ils l'ont ramené en 98. Il faut un minimum d'adhésion. Voilà, enfin du charisme et quelqu'un qui peut correspondre un minimum. Donc de ce côté, ils se sentent. Oui. C'est très difficile pour Interface Média. Alors c'est extrêmement difficile. Mais pour le modèle économique, c'était toi qui avais posé la question. En 2 mots, hein. On en a parlé dans les AEM, dans Algérie en mouvement, grâce à Khaled Yaker, donc il y a 3 jours. Il y a le modèle économique en Algérie parce que c'est l'édition digitale. Hein, je vais aller très vite. L'édition digitale, il y a une part de payant ailleurs dans le monde qui permet de ne pas rester sur un modèle uniquement qui vit de la publicité. En Algérie, le payant, c'est pas possible. C'est pas encore possible. J'espère que ça le deviendra. Donc on est dépendant du marché publicitaire. Le marché publicitaire est flageolant en Algérie. Il est snipé, il est squeezé, il est coupé artificiellement par le fait que le public ne communique pas sur les sites digitaux. Déjà, toute l'annonce publique. Ensuite, dans le privé, il y en a qui sont sous contrôle. Enfin, déjà, le FCE, personne ne va venir sur des sites comme les nôtres. Voilà, et il y a quand même les grosses entreprises qui sont dans le FCE. Pardon, c'est-à-dire que je me retourne vers toi quand je parle du FCE. Oui, parce que c'est peut-être le monde de l'entreprise. Et après, avec ça, il faut quand même exister. Bon, on arrive à avoir il y a des chefs d'entreprise magnifiques en Algérie. Il y a des chefs d'entreprise. J'ai envie de saluer le sponsor du CPP, Mérinal. Il serait gêné, Nabil Mellah, voilà, il paye de sa personne. C'est le 3e laboratoire de pharmacie en Algérie. C'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer de tout. Hein. Et on l'a approché pour qu'il sponsorise un des contenus de Radio 1. Il nous dit, je veux prendre CPP. Je dis, attention, tu sais ce que tu fais? Il me dit, c'est l'émission phare, je prends le CPP, voilà. Il nous accompagne depuis 2 ans. Donc, il ne faut pas désespérer de tout. Après, ça ne suffit pas, évidemment, et bon, je livre peut-être pas un secret, mais bon, on a développé une activité de service de communication digitale envers les entreprises, qui nous permet de contrebalancer le déficit d'équilibrer, voilà. Et le déficit. Et donc nous avons un volet business qui accompagne le volet éditorial pour essayer de rester le plus autonome possible sur nos. Alors le CPP, est-ce qu'il gêne? Il y a un moment où on a senti le souffle du boulet passer très très près de l'oreille. C'est évidemment l'interview du général Ben Hadid. Donc, vous savez tous ce que Ben Hadid a dit. Il a dit si Bouteflika n'a plus sa tête, s'il avait sa tête, il n'aurait pas chassé général Toufik. C'est son frère qui est aux commandes. Son frère est aux commandes. Il est en train d'enlever tous les généraux importants. Il va aussi peut-être tenter d'enlever Gaël Saleh. Pourquoi? Parce que il se voit comme le successeur de son frère, ce sur quoi nous on n'est pas d'accord, mais c'est Général Ben Hadid qui parle. Et puis il a été très loin dans son offensive, notamment sur Gaël Saleh. Et pourquoi Gaël Saleh est tenu par
Voilà, par le système, par Bouteflika, parce qu'il a des dossiers scabreux contre lui, etc. Et ça avait valu son embastillement dans les 48 heures. Et là, à ce moment-là, on s'attendait à toute instance que la gendarmerie débarque et qu'elle nous scelle le studio. C'est pas arrivé. Depuis, on essaie de naviguer. Bon, on revient sur ces sujets, on les évoque, on fait plus attention, mais on veut pas lâcher sur l'essentiel. Tu as eu un fameux tire-toi, oui, quand même. Oui. Oui, bon, Yahya, c'est moins préjudiciable, c'est moins méchant que Gaël Salah. On reprend une tournée de questions. Alors, il y a... Le MAC, alors j'ai pas envie de fuir cette question. Alors, le MAC, en 2 mots. On disait, qu'est-ce qui peut faire dérailler ce scénario fou, le sursaut, hein, le sursaut, qui peut faire dérailler ce scénario fou du 5e mandat. Je sais qu'il y a en Algérie des Algériens sympathiques qui attendent que la Kabylie bouge. Sur l'agenda habituel, anti-autoritaire, pour la démocratie, pour la reconnaissance de Mazir, ce qui est déjà fait, mais pour l'application, etc. La Kabylie est démobilisée. La Kabylie est partie sur un autre itinéraire. Si elle se remobilise à nouveau, j'ai reçu Malika Baraka sur ce thème-là, ça ne sera pas de la même manière. Je pense que dans le combat démocratique, dans la prochaine montée, il faudra, un peu comme pour octobre 88, s'attendre à ce que la Kabylie reste en retrait. Parce que elle est sur un agenda asynchrone. La Kabylie a bougé en 2001 quand le reste de l'Algérie n'a pas bougé. Elle a bougé, elle a subi 126 morts, des centaines de blessés, etc. C'est d'ailleurs ça qui a accéléré l'émergence du MAC, parce qu'il a considéré qu'on ne pouvait plus résoudre la question de la Kabylie et de ses revendications dans le cadre de l'État-nation algérien. Et donc le MAC est parti, s'est accéléré, ce processus s'est accéléré sur cette base-là. Sa capacité de mobilisation reste très faible. Son leadership est extrêmement contesté par les autres Kabyles, parce qu'on ne peut pas considérer Farhad Mahanni comme étant un vrai leader politique, il est inconsistant, enfin moi j'assume ce propos. Tant mieux que ce soit lui qui porte ce projet-là, parce qu'à mon avis il va le couler. Il est fourvoyé avec des puissances étrangères, il s'en cache pas, il est allé en Israël plusieurs fois, il reçoit de l'argent du MAC, le gouvernement du MAC reçoit de l'argent du MAC, s'il y a des militants du MAC ici, ils pourront démentir, mais nous on le sait, je l'ai déjà dit sur l'antenne de CPP, de Radio M. Il a appelé à la mobilisation des jeunes en Kabylie pour une force de contrainte et de sécurité, ce qui a choqué une partie de l'opinion, donc des erreurs en cascade. Cela dit, l'idée de l'autonomie, l'idée d'un parlement kabyle autonome, avec un gouvernement responsable devant ce parlement, c'est une idée qui avance. Et il est difficile de la contester, parce que quand on voit comment est gérée l'Algérie, quand on voit comment se sont passées les choses, ça par contre c'est une idée qui avance. Voilà, on est dans la défection des grands partis à base kabyle qui n'arrivent plus à mobiliser, le FFS, le RCD, etc. On est dans cette difficulté, c'est une vraie difficulté, ça pose la question de la mobilisation, la relation aux politiques des Algériens, des citoyens, etc. Mais le MAC, je pense que c'est devenu un nouveau paramètre des années Bouteflika, mais il n'est pas encore surdéterminant, y compris en Kabylie aujourd'hui. On est obligé d'en tenir compte, mais il n'est pas encore surdéterminant.